moi, je travaille pour Western United Dairymen. C'est une association de producteurs laitiers en Californie. C'est une association volontaire. Donc, les producteurs ont le choix d'être membres ou non, mais on représente quand même les intérêts de tous les producteurs dans l'État. Moi, ce que je fais plus particulièrement, je suis économiste, mais ça inclut beaucoup de choses excitantes, si vous aimez les chiffres. Ce qui est mon cas. Donc, j'assiste les producteurs avec de l'information quand ils en ont besoin, de l'information sur les tendances de marché. J'assiste aussi le conseiller administratif quand il y a des nouvelles politiques laitières, à leur présenter l'information pour qu'ils puissent décider, prendre des meilleures décisions, en fait. Puis je vais m'excuser d'avance, je vais sûrement massacrer quelques mots français. C'est ma première langue, mais comme ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis, des fois, j'ai un petit peu de difficulté. Alors, pardonnerez d'avance. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la production laitière en Californie, puis particulièrement des producteurs laitiers. Donc, pour faire ça, je vais vous parler un peu d'une entreprise typique, comment les producteurs là-bas s'en sortent, quels défis, quelles opportunités. Puis avant de faire ça, par contre, je pense que ce serait intéressant de jeter un coup d'œil à ce que l'agriculture représente en Californie. Donc, quand vous pensez à la Californie, on pense à plusieurs choses. En fait, qu'est-ce que ça vous fait penser? Si je dis Californie, quelles sont les premières choses qui vous viennent en tête? OK, chaleur, soleil, Hollywood. En général, plus ou moins production laitière ou agriculture, c'est normal. En fait, l'agriculture, c'est seulement 2 du PIB de la Californie, donc ce n'est pas nécessairement leur plus grosse priorité, mais c'est quand même très gros relativement. Donc, si on s'arrête à la valeur totale, je vais montrer ici les différentes productions, si j'ai réussi à pointer d'un côté. OK. Donc, les principales productions agricoles de la Californie sont ici, c'est le top 5 en 2014. Puis la valeur qui est présentée est en milliards de dollars. Puis juste pour faire une note, toutes les valeurs monétaires que je vais présenter durant la présentation vont être en dollars américains, juste parce que la fluctuation, ça change tellement que ça donne une idée un peu plus stable à ce niveau-là. Donc, le lait vient en premier lieu de la production agricole en Californie, une valeur de 9,4 milliards de dollars en 2014. Les autres productions qui suivent après ça sont les amandes à 5,9 milliards, les raisins 5,2 milliards, bœuf, veau 3,7 milliards et puis les fraises à 2,5 milliards de dollars. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que l'agriculture représente en Californie, donner une perspective. En voyant ces valeurs-là, pour le lait notamment, est-ce que vous pensez que c'est assez pour placer la Californie au rang de numéro 1 pour la production laitière aux États-Unis? Oui, non? OK, j'entends un peu des deux. J'ai essayé de mettre des quiz durant ma présentation, vu que je suis en dernier, là, la journée est longue, alors je vais essayer de vous garder participer un peu. J'ai entendu beaucoup de oui et de non, donc on va dire 50 %. Il y avait un monsieur tantôt qui était très bon à donner des pourcentages de sondage. Je vais essayer de tenir la partie. Donc, oui, c'est assez pour mettre la Californie au premier rang de la production laitière aux États-Unis. On peut voir ici l'évolution comparée aux autres principaux États. Donc, si vous regardez à gauche, les 5 barres, c'est en 1994. Au milieu, c'est 2004. Puis à droite, c'est 2014. Puis la barre, qui est un genre de mauve-bleu, c'est la Californie. Donc, au premier rang, quand même d'assez loin. C'est la production ici en hectolitres. Le deuxième État, la barre comme mauve-bourgogne, c'est le Wisconsin. Ensuite, jaune et turquoise, c'est New York et l'Idaho qui sont très, très proches. Et puis, en cinquième rang vient la Pennsylvanie. Donc, ça vous donne une idée aux États-Unis. Donc, pour donner une autre perspective, si la Californie était un pays, j'ai rajouté d'autres pays pour donner une comparaison. Donc, la Californie, c'est la deuxième barre bleue. Vous pouvez voir un petit peu plus petit que la Nouvelle-Zélande, mais quand même, si on compare avec le Canada, c'est presque le double de la production. Donc, beaucoup de lait est produit en Californie. Donc, j'ai établi que la Californie, c'est un gros joueur. En fait, j'espère que c'était comme relativement clair. Maintenant, je vais parler de tendance, encore avec un autre graphique, parce que les économistes, on aime beaucoup les graphiques, alors j'espère que vous êtes prêts à avoir beaucoup de graphiques aujourd'hui. En termes de tendance, il y a eu une croissance exceptionnelle dans l'État de la Californie. Donc, le graphique ici commence en 1945 et on peut voir quand même une montée à chaque année. Si on regarde la période 1990 à 2009, c'est une croissance annuelle moyenne de 4 %. Et puis, vous voyez le petit moins 4 % en haut avec la flèche. Ça a été vraiment la première fois qu'on a vu un déclin quand même important au niveau de la production en Californie. Puis ça coïncide avec la crise économique en 2009 qui a vraiment frappé les producteurs laitiers très fort. Donc, la production laitière en Californie a pris un pied de recul. Et puis, on a vu par la suite en 2010, ça s'est rattrapé un peu. 2011, on est revenu au niveau de 2008. 2012, c'était assez stable. 2013, on a vu un autre petit déclin. 2014,
augmenté un peu, et puis présentement, en 2015, on est en retard de 3 comparé à où on était l'an dernier. Donc, encore un déclin de la production. Donc, ce que ça nous dit, en fait, c'est que la tendance de croissance vraiment rapide est vraiment arrivée à un plateau, et puis maintenant, on voit plus de stabilité dans la production laitière californienne. Donc, ce que ça veut dire au niveau des fermes, c'est que la tendance, c'est moins de fermes et des plus gros troupeaux. Le nombre de fermes est vraiment en déclin graduel. Donc, on avait 1470 fermes en 2014. Si on compare en 1990, c'était 2433. Donc, ça représente une perte de 40 en 25 ans. Donc, il y a beaucoup de fermes qui ont quitté la Californie. Donc, il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à la consolidation des fermes laitières en Californie. Mais il y a deux raisons que j'entends souvent. La température, ce n'en est pas une, évidemment. C'est surtout économique et la réglementation. Donc, je vais parler des prix du lait dans quelques diapos, ça va vous donner une idée pourquoi. Puis aussi, je mentionne la réglementation, c'est pas qu'on les force en fait à grossir, c'est plus qu'à cause des coûts de la réglementation en Californie, ça force les producteurs à essayer de gagner des économies d'échelle en devenant plus gros. Donc, ça a contribué à la moyenne, en fait, la ferme en Californie, c'est 1217 vaches par ferme. Donc, c'est où on en est rendu en 2014. Donc, ça donne une idée quand même des grosses opérations. Donc, même si la production laitière aux États-Unis fait face à plusieurs réglementations, c'est bien différent du système du Canada. On sait que c'est très réglementé, la production laitière. Ici, les producteurs, peu importe la province, ils opèrent au milieu d'un système de gestion de l'offre. Aux États-Unis, il y a 3 différents systèmes de politique. Donc, dépendamment dans quel État les producteurs laitiers opèrent, il y a un système différent qui s'applique à eux. Donc, il y a 3 différents qui sont listés ici sur la diapo. Donc, il y a un système fédéral qui s'applique aux États qui en font partie. Il y a un politique au niveau de certains États, dont la Californie, c'est leur cas. Il y a un système juste pour la Californie. Puis, il y a aussi des régions, des États sans réglementation. Donc, ils ont vraiment, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. C'est sûr qu'il y a quand même des réglementations environnementales, mais au niveau du système de politique et des prix, il n'y a aucune réglementation. Donc, c'est probablement un autre bon moment pour un quiz. Est-ce que vous pensez qu'il y a un système de soutien des prix en Californie? Donc, est-ce qu'il y a un prix plancher ou un prix minimum dans un de ces 3 systèmes-là? Je vois beaucoup de têtes qui me vont comme ça. Je vois une main levée, une réponse particulière ou c'est juste un salut? Oui? OK. Parfait. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de prix de soutien officiel. Avec le dernier Farm Bill en 2014, ils ont éliminé le prix plancher qu'il y avait. Donc, vraiment, il y a des systèmes très compliqués, mais il n'y a aucune garantie du prix minimum aux producteurs. Donc, je vais parler un peu de tout ça. Et puis, je vais essayer de vous donner un portrait simplifié du système du prix du lait en Californie, mais comme un peu partout dans le monde, on dirait que les systèmes de politique laitière ils aiment vraiment être en tête des systèmes compliqués. Donc, c'est assez difficile à simplifier. Mais je vais quand même essayer de vous faire un bref portrait. Puis, en fait, le fait que ce soit compliqué, c'est une bonne sécurité d'emploi dans mon cas. Alors, je ne me plains pas vraiment. Mais pour aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit résumé. Donc, c'est vraiment au niveau, il y a 2 niveaux au système des prix du lait. Donc, pour les transformateurs, ils doivent payer un prix minimum pour le lait qu'ils achètent. Donc, il y a des classes de prix. Et puis, ce prix est basé sur l'utilisation qu'ils font du lait et est déterminé selon une formule mathématique. Et ces formules mathématiques-là sont basées sur le prix de gros du fromage, du beurre et de la poudre de lait. Donc, dépendamment de ce que le transformateur produit, il y a une formule qui s'applique à l'usine, la place de transformation, qui est basée sur ces commodités-là au niveau de la bourse de Chicago. Donc, ces produits-là sont vendus à chaque jour à Chicago. Et puis ensuite, ces prix-là vont dans les formules mathématiques et ultimement, c'est ce qui décide ce que les transformateurs doivent payer pour le lait qu'ils achètent. Le deuxième niveau, il y avait un deuxième niveau, un troisième niveau. OK. Excusez, j'ai perdu la mémoire sur ma diapo ici. Les revenus sont mis en commun. Donc, les transformateurs doivent payer le prix, comme j'ai mentionné, et c'est mis en commun dans un pool et les producteurs reçoivent un prix minimum égal. Donc, j'ai dit qu'il n'y avait pas de prix minimum ou de prix plancher, mais il y a un prix minimum quand même qui est déterminé par ce système-là. C'est juste qu'il n'y a pas de minimum auquel il peut aller. Donc, ça sonne un peu compliqué. Les formules mathématiques disent c'est quoi le prix minimum que les transformateurs doivent payer, mais comme ça dépend des prix à la bourse de Chicago et ces prix-là peuvent monter, descendre à n'importe quel niveau, en fait, ça fait qu'il n'y a pas de prix plancher, mais il y a quand même un prix minimum que les producteurs doivent recevoir. Et comme tous les revenus sont mis en commun, bien, les producteurs, en fait, peu importe où ils sont localisés en Californie, qu'ils soient au nord, au sud, ou qu'ils envoient leur lait dans une usine
qui s'en va faire du fromage ou du lait pour boire dans une bouteille, les producteurs reçoivent le même prix minimum. Donc, c'était ma représentation simplifiée, si c'était possible. Donc, pour ceux qui sont plus familiers avec le système au Québec, vous avez peut-être remarqué quelques ressemblances. J'ai mentionné les classes de prix ou la mise en commun des revenus. Donc, ça vous donne peut-être des mots qui sont familiers quand on pense au système laitier au Québec. Mais il y a aussi des différences majeures. Donc, je vais essayer de pointer lesquelles différences. Ce n'est vraiment pas pour dire un système qui est mieux que l'autre, mais pour essayer simplement de faire quelques parallèles. Donc, en Californie, il n'y a aucune limite à la production. Donc, les systèmes de contingentement qu'on a ici ne sont pas en vigueur en Californie. Le prix minimum n'a aucune relation avec le coût de production. Donc, j'ai mentionné vraiment les prix que les transformateurs payent pour mettre dans ces revenus communs dans le pool. C'est basé sur le prix du produit fini. Ça n'a aucun lien avec le coût de produire le lait à la ferme, alors qu'ici, au Canada, le prix cible tient compte du coût de production. Aussi, le prix minimum peut varier rapidement. Donc, si les choses s'emballent à la bourse de Chicago, bien, la même chose va arriver au prix au producteur, alors qu'ici, les produits sont assez stables en général. Puis, j'ai mentionné tantôt, le prix de soutien a été éliminé avec le Farm Bill en 2014, puis alors qu'ici, il y a un prix de soutien. Donc, maintenant que j'ai fait un portrait quand même assez général de l'agriculture en Californie et des politiques laitières, je vais me concentrer un peu sur la ferme californienne et ses propriétaires et à quoi ça ressemble. Il y a quand même beaucoup de variétés dans la Californie en termes d'entreprise. J'ai dit tantôt que la moyenne, c'est 1217 vaches. Donc, je vais essayer de me concentrer sur la ferme vraiment typique qu'on pourrait espérer voir, quelqu'un qui irait en voyage en Californie, à quoi on pourrait s'attendre. Donc, ce n'est pas nécessairement cette photo-là, même si je la trouve particulièrement belle, et c'est ce qu'on utilise souvent dans les publicités. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux États-Unis, la Californie, ils font beaucoup de publicités du lait. Ils appellent les Happy Cows, comes from California, donc les vaches contentes viennent de Californie, c'est vraiment leur slogan. En général, c'est l'image qu'ils utilisent. Je ne dis pas que les autres vaches ne sont pas contentes, mais en général, c'est plus le genre de choses qu'on aperçoit en Californie. Donc, c'est des fermes qui sont assez grosses. Le système qui tourne, le mot me manque, carrousel, merci beaucoup. Ça fait vraiment festif, carrousel. C'est un beaucoup plus beau mot. Donc, les vaches aiment ça quand même, ce que j'ai entendu dire. Ou les systèmes comme en ligne, ce sont vraiment dans la vallée centrale de la Californie où les grosses opérations sont situées. C'est vraiment ce qu'on peut espérer. La photo que je vous ai montrée tantôt, en fait, j'ai pris cette photo en Californie. Il y en a des fermes comme ça, mais c'est plus au nord de la Californie, dans les fermes de type plus biologique. Donc, avec la ferme laitière typique, c'est ce qu'on peut voir ici avec le carrousel et puis les différents systèmes de traite. Et puis, les systèmes où les vaches, en général, passent leur journée. Ce sont des granges comme ça. Et au moins, ils sont bien équipés, ils ont des fans. Il y a, en général, comme vous voyez voir en haut, les systèmes de ventilateurs, parce qu'il fait très chaud durant l'été et les vaches peuvent en souffrir, la production de lait peut en souffrir. Ils ont aussi des systèmes de douche dans beaucoup de ces opérations-là pour essayer de rafraîchir les vaches quand ça monte en haut de 40 degrés pendant l'été. En général, les vaches n'aiment pas tellement ça. Alors, il faut trouver un moyen de les mettre en meilleures conditions. Je pense que l'air climatisé, malheureusement, ce ne serait pas rentable, mais c'est une meilleure deuxième option. Juste un exemple ici, une photo où on range les intrants pour nourrir les vaches. Donc, c'est quand même assez des grosses structures. Et puis, j'ai mis une carte ici de la Californie pour vous dire où la production se situe. Donc, la région qui est en jaune, la côte du Nord, c'est où on peut voir des fermes plus comme ma première photo, plus des beaux paysages, alors que la majorité de la production laitière se situe dans la partie orange, vers le milieu de la carte, et puis un peu dans le bas de la partie un bleu un peu bleu royal. J'ai la misère avec ma description de couleur aussi. Il faudrait vraiment que j'approfondisse mon vocabulaire là-dedans. Donc, on peut voir la région orange, c'est où se trouvent la plupart des fermes laitières en Californie que je vais vous décrire, donc la ferme typique, les photos que je vous ai montrées. Donc, la moyenne, on l'a mentionné tantôt. Une autre bonne question pour un quiz ici. Quel pourcentage, vous pensez, des fermes en Californie qui sont familiales? Vous pouvez essayer de lancer une idée. 75? Un autre guess? 50? En fait, c'est 99 %. Donc, toutes les fermes en Californie, ou presque, sont familiales. C'est sûr que c'est un terme qui est assez dur à définir, mais c'est tous des familles quand même qui sont propriétaires de ces opérations-là. Puis en général, les propriétaires sont scolarisés. Beaucoup d'eux ont
un bac en agriculture ou en ag business, des choses comme ça. Donc, c'est des gens qui sont quand même assez scolarisés. Il y a aussi beaucoup d'immigrants qui sont arrivés, beaucoup d'Hollandais, de Portugais. Il y en a certains qui ne parlent pas anglais, mais c'est la plus vieille génération, alors que la génération qui est en train de reprendre la ferme, la relève, en fait, ce sont plus ceux qui correspondent à cette génération-là, qui sont scolarisés et puis qui ont vraiment une motivation de faire des changements et d'être efficaces à l'opération. La moyenne de la production par vache, c'est environ 24 000 livres par année, donc la conversion environ 10 886 kg. Et puis la moyenne, c'est 3,8 de gras et 8,96 de solides non gras. Donc ça, c'est la moyenne pour l'État. La Holstein, la vache la plus commune en Californie, quoique la Jersey est vraiment en train de venir à mode. Il y a beaucoup de production de fromage en Californie. En fait, 43 du lait en Californie va à la production de fromage. Et puis la Jersey, vu qu'elle a des compositions plus riches en gras et en protéines, aide beaucoup en fait à un meilleur rendement à la production de fromage. Donc on voit plus de Jersey qui s'en vient en Californie, mais la Holstein reste quand même la plus à la mode. Donc, la ferme moyenne, environ 10 employés. La moyenne, c'est 175 hectares. Puis j'ai écrit diversification ici. C'est nouveau, je dirais, dans les 5 dernières années. Il y a beaucoup de producteurs laitiers, au lieu de grossir leur opération, qui se diversifient. Donc, vous avez vu les 5 commodités que j'ai mentionnées tantôt, le top 5. Les amandes sont numéro 2. Beaucoup de producteurs laitiers se lancent dans la production de noix. Donc, au lieu d'acheter plus de terre pour leur nourriture, les intrants des animaux, ils vont planter des arbres. Donc, c'est très commun. Et puis, le producteur typique, en fait, il tombe dans une de deux catégories, selon moi. Il y a l'éternel optimiste, en fait, qui voit toujours les opportunités à long terme. Une attitude très optimiste. On peut visualiser peut-être le genre d'attitude qu'on a avec les fans du Canadien présentement. Donc, des gens qui sont très optimistes présentement. Mais il y a aussi le producteur numéro 2, qui est celui qui aime tout le temps se plaindre. Et puis, disons que il y en a quand même beaucoup. Et puis ceux qui ont quitté en général dans les dernières années, comme j'ai mentionné, qu'on a perdu beaucoup de fermes laitières, c'est en général de force, à cause de la banque ou à reculons, en allant vers d'autres États ou d'autres productions. Puis ceux qui restent, c'est vraiment parce qu'ils sont passionnés des vaches et de la production laitière. Et donc, si j'avais à choisir entre 2 États là, qui sont plus populaires présentement, je dirais que mon producteur numéro 2, qui a tendance à se plaindre, est vraiment le plus commun présentement. Et quand je vais parler des prix, vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour donner un aperçu des coûts de production moyens, je vais retourner à mes beaux graphiques. Ici, on peut voir un historique qui s'en va jusqu'à 2003 à gauche du graphique. Et puis voir que les coûts de production moyens étaient dans le tour de 29 de l'hectolitre. Ça a monté rapidement en 2008, ça a rebaissé un petit peu en 2009. Et puis là, on a atteint une nouvelle norme, en fait, plus près du 40 de l'hectolitre dans les dernières années. Et puis, la plus grosse partie de pourquoi ça a varié les coûts de la production, c'est à cause du coût de l'alimentation. Donc, on a parlé, M. Boudreau ce matin, je pense qu'il a parlé des coûts des grains. Ça a joué, ce nouveau plateau, en fait, a vraiment causé les coûts de l'alimentation d'augmenter en Californie. Donc, maintenant, on parle environ 60 du coût total de production à la ferme est dû au coût de l'alimentation. Donc, c'est vraiment une partie importante de ce que les producteurs voient dans leurs coûts. J'ai parlé des employés, juste pour vous donner une idée des salaires ici. C'est peut-être dur de lire sur la charte. Et puis, ça, c'est les différentes régions de la Californie qui sont écrites au bas. Mais si on voit le North et South Valley, c'est la région où il y a vraiment le plus de producteurs. Le salaire moyen estimé pour un traiteur, en fait, par année, c'est 41 000 41 000 par année pour faire la traite, peut-être que ça peut sembler relativement bon salaire, mais il faut se rappeler que la semaine moyenne, c'est quand même 58 heures. Donc, c'est des gens qui travaillent beaucoup d'heures. Pour faire une comparaison, pour les gens qui travaillent à la ferme, en construction, c'est environ 16 de plus qui ferait que travailler à la ferme, mais au détail, ce serait 25 de moins. Donc, l'agriculture est un peu au milieu de ces deux industries-là, juste pour vous donner une idée de ce que ça représente. J'ai parlé beaucoup des prix aux producteurs, donc voici enfin le graphique tant attendu. Si on regarde à gauche, ça commence à 2003, on peut voir les prix dans le coin de 22 de l'hectolitre qui ont monté, qui ont descendu. Ça ressemble plus à une montagne russe qu'un graphique de prix, mais c'est malheureusement la réalité avec laquelle les producteurs laitiers doivent vivre. Et donc, on peut voir ici que la gestion de l'entreprise est probablement aussi importante que la gestion du stress quand on a des prix qui vont comme ça. Donc,
2014, vous pouvez voir les prix records. En fait, au moins, ça a aidé beaucoup la production. Si vous voyez le dernier pic, en fait, à droite de la figure. Mais si on regarde tout de suite après 2015, ça a été suivi par une chute accélérée. Donc, ça a été une année, en fait, très de record où les gens ont une raison pour ouvrir le champagne et puis ça amène, après tant de festivités, le lendemain de veille en 2015. Donc, mon producteur qui aime se plaindre, il m'appelle beaucoup de ces temps-ci parce que ça ne va pas très bien au niveau des prix. Donc, j'ai parlé du coût de production et des prix aux producteurs. Donc, pour vous donner une comparaison, vous pouvez voir les deux graphiques dans le même graphique. Donc, les barres, ce sont les coûts de production que j'ai parlé tantôt. Et puis, la ligne rouge, c'est le prix minimum reçu par les producteurs. Donc, on parle du prix minimum qui est reçu. Si on regarde cette figure-là, on pourrait se dire, mais pourquoi ils sont encore en business? En fait, on dirait qu'il y a beaucoup plus d'années que le coût de production est plus élevé que le prix. Une des raisons, c'est que c'est un prix minimum. Donc, ça donne un avantage aux producteurs d'essayer d'augmenter les composés de leur lait. Donc, j'ai mentionné tantôt les composés moyennes. Il y a moyen de recevoir des primes des transformateurs pour les producteurs qui sont capables d'avoir des composantes plus élevées en gras ou en solide non gras, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment un prix minimum. Vous pouvez voir l'avantage, en fait, pas l'avantage, mais l'intérêt qu'un producteur a à essayer d'avoir un prix qui est plus élevé que le prix minimum, parce que sinon, ça n'arrive pas vraiment. Et vous avez dans votre imprimé, c'est peut-être dur de lire ici, mais vraiment la comparaison entre le coût de production et le prix minimum et la différence à chaque année. Donc, si on regarde de janvier à juin 2015, négatif 10,62 $ de l'hectolitre, c'est beaucoup de pertes d'argent. Donc, c'est vraiment des temps qui sont difficiles et on parle de montagne russe, ça monte et ça descend assez rapidement d'une année à l'autre. Donc, pour donner quelques idées, plus particulièrement avec des ratios financiers, j'ai parlé de pertes. Janvier à juin, j'ai utilisé c'est un groupe de comptables, en fait, qui fait une étude. Et puis, de janvier à juin 2015, ils estiment la perte moyenne par vache par mois de 11,72 $. Donc, c'est une perte de 2,18 $ par hectolitre pour la ferme moyenne. Donc, ce n'est pas aussi pire que le chiffre qu'on a vu dans la graphique avant. Donc, on voit que les producteurs sont capables d'aller chercher un peu plus que le prix minimum, mais c'est quand même pas une situation qui est très joyeuse, quand on perd 2,18 $ de l'hectolitre. Ensuite, la dette moyenne par hectolitre, c'est 24 $. Le ratio dette-avoir, 50 %. Ça, c'est la moyenne pour l'État, puis c'est 36 % au sud de la vallée où les fermes sont plus grosses que la moyenne. Donc, je trouvais que c'est intéressant de voir la différence, que c'est un peu plus bas, en fait, où les plus grosses fermes. Et puis, les principaux actifs dans la ferme laitière, il y a l'inventaire, les animaux, l'équipement, les bâtiments et la terre. Puis aussi, les autres actifs qui viennent, il y a des parts de coop, il y a des droits de production avec la coop, donc les coopératives en Californie, il y en a qui ont installé une espèce de système de gestion de l'offre dans la coop. Donc, le producteur ne peut pas envoyer plus qu'une certaine production de lait que ce que la coop peut recevoir. Et puis ça se transfère, donc une petite valeur attachée à ça. Puis j'ai écrit quota aussi, ce qui est un peu mêlant parce qu'ils utilisent ce mot-là en Californie, mais ça n'a vraiment aucun rapport avec les quotas qu'on connaît ici. En fait, le quota, c'est un investissement supplémentaire que les producteurs peuvent faire pour avoir un revenu extra. Donc, sans aller dans les détails, ça a plus rapport avec recevoir un bonus, payer pour recevoir un bonus qu'une limite à la production. Donc, ça fait partie des actifs. La valeur du quota total en Californie est estimée à 1 milliard $, donc c'est quand même quelque chose de très important. Donc, ça apparaît sur les actifs à la ferme, mais ce n'est pas comme les quotas qu'on connaît ici. Au niveau du support financier, j'ai parlé que le système de soutien des prix a disparu avec le Farm Bill 2014. Maintenant, on a ce qui s'appelle le programme de soutien à la marge avec le nouveau Farm Bill. Et puis, c'est un programme qui est volontaire. Donc, en fait, ce que ça veut faire, c'est assurer une certaine marge basée sur une formule nationale. Donc, c'est le prix du lait moins le coût de l'alimentation. Puis, il y a une marge minimum qui est assurable. Donc, j'ai écrit ici les chiffres. La marge minimum qui est assurable entre le prix du lait et les coûts de l'alimentation, c'est 9,12 $ de l'hectolitre. Et puis ça coûte 100 $ par année. Donc, c'est un programme volontaire. Si un producteur veut participer, il paye 100 $ au gouvernement. Et puis, ça lui assure que si la marge que le gouvernement calcule descend plus bas que le 9,12 $, il va recevoir un paiement pour la différence. Donc, pour 100 $, en général, à la grosseur des fermes en Californie, ce n'est pas une très grosse décision à prendre. Donc, la plupart des producteurs sont enregistrés. La marge maximum qu'on peut assurer, c'est 18 $ et 24 $ de l'hectolitre. Donc, quand le prix du lait et la différence entre le prix du lait et le coût de l'alimentation diminue plus bas que 18 $ et 24 $ de l'hectolitre, les producteurs recevraient un paiement. Par contre, la prime pour ça, c'est comme une assurance, il faut payer d'avance. Donc, c'est 3,10 $ de l'hectolitre pour participer à ce niveau-là.
Donc, ça donne une idée, le coût est beaucoup plus élevé et ça peut faire une grosse facture là, en haut de 100 000 en début de l'année pour des fermes de taille qu'on parle. Donc, c'est quand même une décision qui est plus difficile et il n'y a aucun producteur en Californie, en fait, qui est à ce niveau-là. Et puis, ce que les producteurs peuvent assurer, c'est leur production historique. Donc, c'est un peu drôle, la façon que le gouvernement a fait le programme, ça ne dérange pas si tu produis 40 moins de lait cette année. Ce que tu assures, c'est ce que tu produisais en 2011, 2012 ou 2013. Donc, la plus grosse année, c'est ce que les producteurs peuvent assurer. Et puis, ça n'a vraiment aucun rapport à ce qu'ils produisent cette année. Donc, je pense que le gouvernement fait ça pour que ce soit un peu plus simple, que les producteurs ne soient pas obligés de justifier leur production à chaque année. Donc, c'est ce qui peut être assuré avec ce programme-là. C'est le principal système de soutien qui existe maintenant. Et puis, c'est pour la Californie, je mentionne, c'est pour la Californie, mais c'est pour les États-Unis au complet, en fait. Donc, ça s'applique à tous les États. Et puis aussi quelques programmes de soutien qui existent pour les améliorations environnementales quand ça s'applique. Donc, je vais mentionner ça aussi, mais c'est vraiment le plus gros support financier que les producteurs peuvent avoir accès au niveau du gouvernement. Les autres soutiens à l'entreprise, il y aurait des représentants, donc les coopératives, j'ai mentionné tantôt, existent en Californie, ont des représentants qui vont et puis qui aident les producteurs à la ferme. Et puis aussi des organisations de producteurs, dont moi j'ai mentionné Western United Dairymen. On est une organisation de producteurs. Il y en a 3 en Californie. On penserait qu'une, ce serait assez, mais apparemment, il y a tellement d'idées diversifiées que ça en prenait 3 pour représenter tous les intérêts. Donc, ce sont des personnes qui sont disponibles pour aider les producteurs. Et puis, le soutien qui est offert de par ces entreprises-là, c'est de la gestion de la documentation environnementale. Quelqu'un qui parlait de paperasse plutôt, c'est vraiment une plainte principale au niveau des producteurs en Californie qui sont tout le temps dans la paperasse. Donc, c'est pour ça qu'ils aiment bien envoyer ce travail-là aux représentants. L'assistance pour les inspections, encore là au niveau environnemental et sanitaire, et puis aussi les problèmes de main-d'œuvre. J'ai mentionné tantôt la moyenne de 10 employés. Il y a beaucoup d'employés qui viennent de l'extérieur du pays, donc les problèmes de langue qu'on a mentionnés plus tôt sont aussi très communs en Californie. Et puis d'ailleurs, je parle de coopératives. Quel pourcentage du lait en Californie, vous pensez, est représenté, s'en va à une coopérative, en fait? Quel pourcentage du lait est transformé par les coopératives? Ça fait longtemps que j'ai fait un quiz, là. Je sentais que vous étiez prêts. Quelqu'un, yes? 80? J'ai entendu 80, c'est la bonne réponse. J'aurais dû apporter un prix, vraiment bon. Alors, 80 du lait en Californie est transformé par une coopérative. Donc, passez à la suivante. Donc, les autres soutiens à l'entreprise, j'ai mentionné les représentants. J'ai tendance à penser qu'ils sont très importants parce que c'est ce que je fais, mais il y en a aussi d'autres qui sont très aidants. Donc, il y a les agences de comptables, bien sûr, qui aident les entreprises à garder leur coût de production et calculer leur coût de production et le coût qu'ils reçoivent pour avoir des bons ratios. Les banques aussi peuvent donner du soutien. Il y a aussi des consultants. Il y a toutes sortes de consultants, en fait, et ça, c'est des gens qu'il faut payer là, dans cette liste-là ici. Donc, des consultants financiers, des consultants économiques, en gestion du risque. Et puis, je fais une petite parenthèse là-dessus. Je pense que quelqu'un a mentionné la gestion du risque plus tôt aujourd'hui. Donc, ça, on parle de contrats à terme à la Bourse de Chicago. Et puis, c'est des contrats à terme dans le lait. Donc, les producteurs peuvent assurer et participer à la Bourse de Chicago et acheter des contrats en lait ou fromage, beurre, différentes classes de lait, dépendamment de ce qu'ils veulent assurer. Donc, c'est un autre aspect de la production laitière qui ajoute un challenge, en fait, à la gestion d'entreprise parce que c'est vraiment quand même assez compliqué de participer là-dedans. Mais il y a beaucoup de consultants aussi. Et puis, d'ailleurs, il y a même des banques qui ont des programmes pour aider les gens qui font des prêts pour participer directement, puis des coopératives aussi qui ont des prêts. Mais il y a une différence de coût. Donc, il y a des courtiers. En général, ils chargent pour les transactions à peu près 6,9 cents par hectolitre couvert avec ces transactions-là. Donc, ça vous donne une idée. Si on regarde au niveau des coops et des banques, c'est plus 23 sous de l'hectolitre. C'est plus cher parce qu'en fait, eux, ils font vraiment la décision, puis ils aident avec l'assistance, puis ils donnent plus de recommandations. Alors que si on regarde avec les courtiers, c'est le producteur souvent qui appelle, qui dit « OK, achète-moi ça, je veux ça demain » ou il fait des décisions un peu plus par lui-même. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être un peu moins cher. Puis, il y a aussi beaucoup de consultants au niveau de l'environnement. Puis, j'ai mis en dernière ligne le ministère de l'Agriculture, donc le département de l'Agriculture en Californie. C'est un autre soutien parce qu'il ne fait pas juste faire les inspections puis tanner les producteurs. Il y a un aspect où il offre un système d'analyse du coût de production. Donc,
gratuitement, les producteurs peuvent participer, ils appellent, puis ils disent « Pouvez-vous venir analyser mon coût de production? » Puis ça fait un système un peu de comparaison avec les autres fermes dans l'État parce que c'est un système qui est vraiment uniforme. Alors, chaque producteur qui participe peut voir son coût de production et le comparer avec le reste de la région ou le reste de l'État. Donc, c'est un autre soutien qui est offert et qui ne coûte rien. Mais en fait, il n'y a rien qui ne coûte rien. C'est payé par leur déduction. Ils payent pour de toute façon. Alors, ils sont aussi bien de prendre avantage. Mais il y en a seulement 100 fermes, en fait, sur les 1400 qui décident de participer dans ce programme-là, même si c'est gratuit. Il faut croire qu'il n'y a pas tout le monde qui aime avoir le gouvernement venir regarder leurs chiffres. Donc, pour terminer, je vais toucher un peu sur les défis. Je vais commencer avec les défis économiques. En fait, je les ai couverts quand même un peu en montrant la différence entre le coût de production et le prix minimum aux producteurs. Il y a beaucoup de conversations en Californie pour essayer de changer le système de prix du lait qu'on a présentement. Les producteurs sont juste vraiment pas satisfaits. Les changements sont vraiment controversés. Et puis, il y a une commission parlementaire, d'ailleurs, qui vient juste de terminer la semaine dernière, qui a duré 9 semaines pour regarder quel genre de changement on pourrait faire sur le système de prix du lait en Californie. Beaucoup d'argent qui a été passé là-dessus, beaucoup de gens qui ont mis des analyses. C'est les coopératives laitières californiennes, en fait, qui avaient soumis une pétition au USDA pour dire on voudrait faire partie maintenant du système fédéral. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une commission parlementaire qui a duré si longtemps. On devrait avoir des nouvelles là-dessus d'ici 1 an. En fait, ça paraît loin. Vitesse gouvernementale, peut-être. Mais en fait, c'est qu'il y a tellement d'informations qui ont été données pendant ces 9 semaines-là. C'est vraiment du 9 à 5 de gens qui viennent donner l'information. Ça va prendre beaucoup de temps au gouvernement à digérer tout ça et finalement soumettre une recommandation à la Californie pour qu'ils puissent décider s'ils veulent changer leur système ou non. En bout de ligne, c'est les producteurs qui pourront voter s'ils veulent changer ou pas. Donc, ça nous laisse un peu de repos d'esprit. C'est un petit peu moins stressant à ce niveau-là. Donc, je vais parler un peu des défis environnementaux. C'est quelque chose qui est vraiment dans l'esprit de beaucoup de producteurs, en fait, une grosse source de frustration. Je sais qu'il y a beaucoup de réglementations environnementales aussi. Alors, quelques-unes de ces choses-là, peut-être que vous allez être familier avec, mais c'est quelque chose qui vraiment frustre beaucoup de producteurs. Les réglementations sont à 2 niveaux principaux. Au niveau de la réglementation de l'eau, la protection de l'eau et la protection de la qualité de l'air. Pour la protection de l'eau, on pense plus à protéger une ressource naturelle qui est importante. Et puis, quand on parle de qualité de l'air, on parle plus de protéger la santé publique. Donc, c'est un petit peu plus passionné les gens qui parlent de la protection de la qualité de l'air parce que les impacts sont mesurés en termes de mortalité. Donc, quand on voit une étude qui sort qui dit qu'il y a eu 2400 morts prématurées dans la vallée à cause des niveaux d'ozone, ça a été causé par les vaches qui sont là, ça crée beaucoup d'animosité, de gens pas contents dans la ville quand ils voient la ferme laitière juste à côté. Donc, les défis environnementaux sont liés un peu aux défis sociaux. La disponibilité de l'eau, je vais toucher à ça un peu, et aussi les projets d'énergie renouvelable qui sont malheureusement dispendieux. Je rajoute une autre carte de la Californie ici. Tantôt, j'ai parlé des régions principales, mais au niveau topographique, ça aide vraiment à comprendre pourquoi la Californie a autant de problèmes de qualité de l'air. Si on regarde la carte ici de la Californie, la région qui est verte au milieu, ou qui en fait ressemble un peu à ce que j'ai dit tantôt, où la plupart des vaches sont localisées, c'est aussi une vallée. Donc, toutes les oranges autour, ce sont des montagnes, et ça fait que l'air rentre dans la vallée, il reste pris là, et puis la pollution, en fait, elle reste vraiment condamnée dans cette zone-là. Alors, toutes les vaches sont concentrées à une place où l'air ne circule pas. Alors, c'est une recette un peu pour causer des problèmes. Malheureusement, on ne peut pas tasser les montagnes. Alors, on est pris avec cette situation-là. Donc, pour gérer ces problèmes-là, les réglementations principales, il y a des réglementations au niveau de l'eau. Les producteurs doivent remplir ce qu'on appelle les Waste Discharge Requirements. En fait, c'est un peu un programme d'analyse des nutriments, je manque le mot, qu'on met sur les champs. Le fumier, gestion des fumiers, choses comme ça. OK, j'ai repris le dessus. Merci à la personne qui a fait le mouvement de bouche pour m'aider, c'est très utile. Il y a aussi des programmes d'analyse de puits. Donc, le gouvernement avait dit l'eau est tellement en mauvaise qualité, il faudrait vraiment que chaque ferme laitière mette des puits pour qu'on puisse voir la qualité de l'eau en dessous. Mais installer des puits qui vont à des profondeurs, ça a vraiment un impact au niveau des coûts. Alors, il y a un système commun, en fait, d'analyse de puits où, en fait, on a fait partie d'un groupe qui a essayé de parler au gouvernement pour dire est-ce qu'on peut quand même regrouper les fermes et puis mettre un puits pour faire des fermes représentatives? Alors, c'est ce qu'on a présentement et toutes les fermes doivent en fait quand même payer pour ce système-là où les puits sont, mais ça diminue un peu les coûts aux producteurs.
Au niveau de l'air, ça prend un permis pour construire une ferme de plus de 180 vaches. Donc, comme avec la moyenne que vous avez vue tantôt, on n'a pas beaucoup de fermes qui sont en bas de 180 vaches, donc en fait, ça prend un permis pour toutes les fermes. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup d'expansion, parce que c'est assez compliqué d'avoir un permis. Il faut aussi mettre à jour les camions diesel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que d'ici les 10 prochaines années, les plus vieux moteurs diesel devront dater de 2010 au plus tard. Donc, les autres devront mettre leur camions à jour jusqu'à d'ici 2023. Et encore, ça va avec les problèmes de qualité de l'air que j'ai mentionnés tantôt. Et puis, au niveau des défis sociaux, la ville s'étend de plus en plus. Avant, il y avait beaucoup de fermes laitières dans le comté de Los Angeles. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui. Si vous êtes déjà à Los Angeles, visualisez une ferme laitière dans le coin. Si vous allez un peu à l'est, il en reste encore. Et puis, littéralement, il y a une ferme avec des quartiers résidentiels qui sont construits juste autour. Ça, c'est vraiment les producteurs têtus qui ne veulent pas s'en aller. Mais la plupart sont partis, ils ont fait une fortune avant leur terre. Mais le fait que la population s'étend, c'est vraiment, ça s'appelle la pression sociale au niveau des fermes. La qualité de l'air, j'ai mentionné tantôt, c'est vraiment lié aux défis sociaux. Les groupes activistes, on a parlé des droits des animaux. Quelqu'un parlait de ça ce matin, qu'on dit c'est vraiment là pour rester. C'est vraiment quand même un gros problème en Californie. On a beaucoup de gens qui sont passionnés des droits des animaux et il y a beaucoup de vidéos secrètes. Donc, les producteurs essaient de se protéger, de fermer leurs portes. C'est un peu dommage. Mais on a beaucoup de problèmes de vidéos secrètes. Et c'est comme une balance parce que les producteurs veulent parler de leur opération, montrer ce qu'ils font, essayer d'éduquer les gens de la ville, dire « Hey, c'est ce qu'on fait, c'est bien », mais des fois, les vidéos sont prises hors contexte, alors ça crée vraiment de la pression à ce niveau-là. Donc, c'est une chose très importante. Au niveau de la main-d'œuvre, travailleurs illégaux, réforme du processus d'immigration, donc c'est quelque chose qui est plus au niveau national, mais quand même quelque chose en Californie de très important parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui viennent du Mexique. Donc, pour le propriétaire de savoir si leur travailleur est légal ou pas, la responsabilité leur revient un peu, donc ça fait un défi supplémentaire. Et puis, j'ai ajouté à la base, en bas du diapo, le système de prix du lait dans les défis sociaux, parce que c'est difficile d'aller faire un changement au niveau du système du prix du lait quand on va au Congrès ou avec la législature dans la capitale de la Californie. Parce qu'on essaie d'expliquer à des gens comment le système de prix du lait fonctionne, puis on voudrait un changement, puis ils nous regardent en voulant dire « c'est réglementé », ils ne sont même pas au courant, alors c'est vraiment commencer de la base, ça rend les choses un peu plus difficiles à ce niveau-là pour changer les choses. Donc, pour relever les défis, il y a quelques organisations qui aident. Ici, je les ai nommées. Les mesures environnementales, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Le regroupement de fermes pour l'analyse de l'eau souterraine, c'est ce que j'ai mentionné avec les puits qui font des regroupements. Reformulation des rations alimentaires, c'est quelque chose qui peut être fait aussi pour aider au niveau économique. Donc, en Californie, les vaches, ils mangent des diètes très variées. Souvent, ils prennent des restants pas des plures d'amandes, mais l'extérieur de l'amande, en fait, les vaches mangent beaucoup de ça, des restants de plures d'orange, des tomates, de la laitue. Il y a beaucoup de production agricole en Californie. Alors, ils achètent souvent, les producteurs, ces pertes-là. C'est quand même des choses qui sont très bonnes que le consommateur ne veut pas, et puis ça leur coûte beaucoup moins cher. Alors, il y a de la reformulation pour essayer de sauver. La gestion du risque, je l'ai mentionné tantôt. Après 2009, la crise de 2009, la gestion du risque est vraiment montée en priorité pour les producteurs. Donc, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus depuis la crise de 2009. Et puis, en fait, une autre façon de relever le défi, c'est de s'en aller. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de producteurs qui déménagent dans d'autres États. Il y a des États qui viennent des fois avec des deals avec les producteurs. Si vous venez, on vous donne un crédit d'impôt, on vous donne ci, on vous donne ça. Alors, c'est beaucoup plus amicale que l'ambiance qu'on a au niveau business en Californie pour les producteurs. Donc, pour finir sur une note positive, j'ai mis ici quelques raisons d'optimisme. J'avais vu dans un rapport de Rabobank. Donc, la croissance de l'économie mondiale est prévue entre 3,5 et 4 % annuellement pour les 5 prochaines années. Puis, il y a beaucoup d'opportunités à venir dans les économies en développement en termes de consommation par capita. Donc, alors que les populations dans les pays un peu moins riches grandissent, ont plus les moyens, bien, ça fait beaucoup d'opportunités pour la consommation de produits laitiers potentiels. Présentement, les prix au détail sont plus bas, donc ça devrait aider à augmenter la consommation. Puis les économies en développement ont en général des coûts de production qui sont élevés, donc ça leur reste quand même, c'est difficile pour eux de rencontrer les demandes, donc ça laisse quand même beaucoup de place pour les États-Unis de pouvoir grandir et puis de remplir ces besoins-là que les pays en développement n'ont pas nécessairement l'infrastructure pour combler.
Et puis la demande internationale des produits laitiers, bien, les attentes, c'est qu'elle va grandir de 3 % par année d'ici 2020. Donc quand même une demande assez stable dans les prochaines années. Donc 3 % d'ici 2020, c'est l'équivalent de la production de la Californie. Donc on parle beaucoup de lait, beaucoup de potentiel pour la demande. Et puis la Californie, donc, exporte environ 30 % des produits qu'elle produit, c'est pas redondant du tout, des produits laitiers qu'elle transforme. Donc, pour un État pour qui l'exportation est très importante, mais ça laisse une note positive, en fait, quant aux opportunités. Donc, malgré tous les défis, il reste quand même une note d'optimiste. Donc, je pense que c'est ma dernière diapo. Et voilà, donc, s'il y a des questions, mes coordonnées sont là si vous avez des questions.